On vit une époque assez folle, non? D'un côté, des avancées médicales spectaculaires, de l'autre, une véritable explosion des maladies chroniques. Comment c'est possible? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une analyse fascinante qui retrace une histoire assez surprenante de la médecine moderne. Le point de départ de cette réflexion, c'est ce paradoxe qui devrait tous nous interpeller. On dépense des sommes colossales pour la santé, on a des découvertes scientifiques quasi quotidiennes, et pourtant, le diabète, les maladies cardiaques, tout ça n'a jamais été aussi répandu. C'est quand même fou. La question est simple, pourquoi? Et c'est cette interrogation qui va servir de fil rouge à toute l'enquête. Alors, on va plonger dans cette enquête historique. L'argument central, c'est que la médecine moderne n'a pas juste évolué naturellement. Non. L'idée, c'est qu'elle a été sciemment façonnée, pour ne pas dire sculptée, pour correspondre à un modèle bien précis. Un modèle industriel, basé sur le profit, et pas nécessairement sur la santé. Pour bien comprendre le séisme qui a eu lieu, il faut faire un petit voyage dans le temps. Imaginez le monde médical avant 1910. Ce n'était pas du tout le système hyper centralisé qu'on connaît. À l'époque, c'était un véritable écosystème, foisonnant, avec plein d'approches différentes. Les herboristes, les homéopathes, les médecins de campagne, chacun avec sa propre philosophie du soin. Et là, on voit bien le choc des cultures. Le contraste est saisissant. D'un côté, une médecine plurielle, souvent holistique, qui s'appuyait beaucoup sur l'observation du vivant. Et de l'autre, un nouveau modèle monolithique qui a misé toutes ses billes sur la chimie, le laboratoire et, mot très important, sur ce qui est brevetable. On arrive maintenant au moment clé, le point de bascule identifié par l'analyse. Tout va changer à cause d'un seul document. Un simple rapport, publié en 1910, mais qui va agir comme une véritable déflagration et restructurer de A à Z la médecine en Amérique du Nord. Ce fameux document, c'est le rapport Flixner. Et là, premier détail qui a son importance, il n'a pas été rédigé par un médecin, mais par un spécialiste de l'éducation, Abraham Flixner. Et c'est crucial parce que son but n'était pas de voir ce qui soignait le mieux, non. Son objectif, c'était d'imposer un standard unique d'éducation, un seul et même modèle à toutes les écoles de médecine. L'analyse soutient qu'en fait, ce couvert d'amélioration, ce rapport a surtout servi d'arme pour éliminer toute concurrence. Toutes les formes de médecine qui ne rentraient pas dans les cases du nouveau modèle industriel ont été activement discréditées et leurs praticiens mis sur la touche. Cette chronologie montre bien à quel point la transformation a été rapide et radicale. En moins d'une génération, on est passé d'un paysage médical riche et divers à un véritable monopole. Désormais, une seule façon de penser la maladie et le soin était considérée comme légitime. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est à qui profite le crime? Qui avait intérêt à ce grand chambardement? L'analyse nous emmène maintenant du côté de ceux qui ont financé ce changement radical et de la philosophie qui les animait. Et là, un nom ressort, celui de John D. Rockefeller. L'analyse met en avant sa vision du monde. Pour un industriel comme lui, le succès, en affaires comme dans la société, reposait sur l'ordre, l'efficacité et la standardisation. Et il était convaincu que cette recette devait s'appliquer à absolument tout, y compris à la santé. L'analyse décompose cette stratégie en une sorte de mode d'emploi pour prendre le contrôle d'un secteur. C'est assez simple en fait. Sous le beau prétexte de la philanthropie, on finance massivement un seul modèle, le sien, jusqu'à ce que toutes les alternatives, privées de fonds et de légitimité, finissent par disparaître d'elles-mêmes. Le point crucial, il est là. C'est un basculement purement économique. La médecine, qui était avant tout un art, un savoir-faire humain, est devenue une industrie lourde. Une industrie qui a besoin de capitaux énormes, d'usines et par-dessus tout de produits qu'on peut breveter. Bon, une fois que ce nouveau cadre industriel a été bien verrouillé, l'analyse montre comment la nature même du traitement médical a dû changer pour s'adapter à cette nouvelle logique économique. Cette vision du corps comme une machine, ça arrangeait bien l'approche industrielle. Au lieu de voir le corps comme un écosystème complexe où tout est lié, on a commencé à le voir comme une voiture, un assemblage de pièces détachées. On a un problème de cœur, on va voir le mécanicien du cœur. Un problème de poumon, on va voir le mécanicien des poumons. Et ça a entraîné un basculement de la logique économique. L'analyse met le doigt sur un point assez cynique. Un patient guéri, c'est un client perdu. Par contre, un patient qui gère une maladie chronique toute sa vie avec des médicaments, ça, c'est un revenu constant. La gestion est devenue tout simplement plus rentable que la guérison. L'analyse décrit ici un processus qui est devenu un grand classique. On prend une plante médicinale, on isole sa molécule la plus active, on la synthétise en laboratoire et hop, on la brevette. Ensuite, on fait tout pour que l'usage de la plante originale, qui est maintenant une concurrente gratuite, soit jugé peu fiable, voire réglementé.
Et voilà comment ce qui appartenait à tout le monde devient une propriété privée. Et on arrive à la dernière étape de cette évolution, celle qu'on est en train de vivre. L'analyse suggère que le corps lui-même, et plus précisément nos données biologiques, est devenu la nouvelle mine d'or à extraire, analyser et monétiser. On a vu comment, dans un premier temps, l'attention s'est rétrécie, passant du patient dans sa globalité à son symptôme spécifique. C'était le début de la fragmentation du soin. Mais aujourd'hui, la nouvelle frontière, d'après l'analyse, c'est la capture de nos informations biologiques, via les montres connectées, les tests génétiques. Le corps n'est plus juste un organisme à soigner, mais un gisement de données à exploiter pour prédire des risques et bien sûr vendre des solutions. Grâce à tous nos appareils connectés, chaque paramètre de notre corps devient une donnée. Et ça crée des profils de risque. Selon l'analyse, ça transfère le pouvoir. Au centre du jeu, il n'y a plus le médecin, ni même le patient, mais l'algorithme. C'est lui qui classe, qui prédit et qui optimise. Dans ce nouveau modèle, l'analyse conclut que la définition même de la santé est en train de changer. Être en bonne santé, ce n'est plus se sentir bien, plein d'énergie. C'est simplement être conforme à des normes statistiques. La montre dit que tout va bien, alors tout va bien, même si on se sent mal. La santé devient une sorte de conformité à la machine. Au final, l'argument est simple et assez dérangeant. Un système qui tire ses profits de la maladie n'a aucune incitation économique à créer une santé véritable et durable. La maladie et la chronicité ne sont pas des problèmes à résoudre, mais plutôt des ressources à gérer. Et l'analyse nous laisse avec cette question, qui est puissante. Pour qu'on en arrive à accepter ce système comme une évidence, qu'est-ce qu'on a bien pu oublier en chemin? Quels savoirs, quels savoir-faire ont été mis de côté? Et peut-être la question la plus importante, comment pourrait-on commencer à s'en souvenir?